Les mémoires d'un âne, chapitre 10, la chasse. Le lendemain devait avoir lieu l'ouverture de la chasse. Pierre et Henri furent prêts avant tout le monde. C'était leur début. Ils avaient leurs fusils en bandoulière, leurs carnassières passées sur l'épaule, leurs yeux brillaient de bonheur. Ils avaient pris un air fier et batailleur qui semblait dire que tout le gibier du pays devait tomber sous leurs coups. Je les suivais de loin et je vis les préparatifs de la chasse. « Pierre, dit Henri d'un air délibéré, quand nos carnassières seront pleines, où mettrons-nous le gibier que nous tuerons ?»« C'est précisément à quoi je pensais, répondit Pierre. Je demanderai à papa d'emmener Cadichon. Cette idée ne me plut pas. Je savais que les jeunes chasseurs tiraient partout et surtout sans s'occuper de ce qui était devant et près d'eux. En visant une perdrix, ils pouvaient m'envoyer leur plomb. Et j'attendis avec inquiétude la suite de la proposition. « Papa, dit Pierre, qui arrivait, pouvons-nous emmener Cadichon ?»« Pourquoi faire ?» répondit le papa en riant. « Tu veux donc chasser un âne et poursuivre les perdreaux à la course ? Dans ce cas, il faut d'abord attacher des ailes à Cadichon. » On rit d'un air contrarié. « Mais non, papa, c'est pour porter notre gibier quand nos carnassières seront pleines. » Le papa, avec surprise et riant. « Porter votre gibier ? Vous croyez donc, pauvre innocent, que vous allez tuer quelque chose ? Et même beaucoup de choses ?» Henri, un peu piqué. « Certainement, papa. J'ai 20 cartouches dans ma veste et je tuerai au moins 15 pièces. »« Elle est bonne celle-là, dit papa. Sais-tu que vous tuerez, vous deux et votre ami Auguste ? » Quoi donc, papa ? Le temps et rien avec. Henri est très piqué. « Alors, papa, je ne sais pas pourquoi vous nous avez donné des fusils et pourquoi vous nous faites aller à la chasse. Si vous nous croyez assez sots, assez maladroits pour ne rien tuer. »« C'est pour apprendre à chasser, répondit papa. Petit nigaud, que je vous fais aller à la chasse. On ne tue jamais rien les premières fois. Ce n'est qu'à force de manquer qu'on apprend à tuer. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'Auguste, prêt aussi à tuer tout ce qu'il rencontrerait. Pierre et Henri étaient encore rouges d'indignation quand Auguste les rejoignit. « Papa croit que nous ne tuerons rien, dit Pierre. Auguste, nous lui ferons voir que nous sommes plus adroits qu'il ne le pense. »« Sois tranquille, répondit Auguste, nous tuerons plus de gibier qu'eux. »« Écoute, dit Pierre, je vais, sans lui dire, faire mettre à Cadichon le bas avec les paniers. Il nous suivra, et nous lui ferons porter notre gibier. »« Bien, très bien, dit Auguste, fais mettre les grands paniers. Si nous tuons un chevreuil, il nous faudra une fameuse place. » Henri fut chargé de la commission. Je riais sous cap de leur prévoyance. J'étais bien sûr de ne pas avoir à charger d'un chevreuil et de revenir avec les paniers vides, comme au départ. « En route, dirent les papas. Nous marcherons devant, et vous, gamins, suivez de près. Quand nous serons en plaine, nous nous débanderons. »« Qu'est-ce donc ?» ajouta le papa de Pierre avec une surprise. « Cadichon nous suit ? Cadichon orné de 2 énormes paniers ? C'est pour le gibier de ces messieurs, dit le garde en riant. Ils ont voulu faire à leur tête, dit papa. Soit, je veux bien que Cadichon suive la chasse, s'il a du temps à perdre. Il regarda en souriant Pierre et Henri qui prirent un air dégagé. « Ton fusil est-il armé, Pierre ?» demanda Henri. « Non, pas encore, répondit Pierre. C'est si dur à armer et à désarmer que j'ai mieux attendre qu'une perdrix parte. Nous voici en à présent, marchons tous sur la même ligne et tirons devant nous, et pas à droite ni à gauche, pour ne pas nous entretuer. » Les perdrix ne tardèrent pas à partir de tous côtés. J'étais resté prudemment derrière et même un peu loin. Je fis bien, car plus d'un chien retardataire reçut des grains de plomb. Les chiens guettaient, arrêtaient, rapportaient. Les coups de fusil partaient sur toute la ligne. Je ne perdais pas de vue mes 3 jeunes vantards. Je les voyais tirer souvent, mais ramasser jamais. Aucun des 3 ne toucha ni lièvre, ni perdrix. Ils s'impatientaient, tiraient hors de portée, trop loin, trop près. Quelquefois, tous 3 tiraient la même perdrix qui n'en volait que mieux. Les papas faisaient au contraire de la bonne besogne.
autant de coups de fusil, autant de pièces dans leur carnassière. Après 2 heures de chasse, le papa de Pierre et d'Henri s'approcha d'eux. « Eh bien, mes enfants, Cadichon est-il bien chargé? Y a-t-il encore de la place pour vider ma carnassière qui est trop pleine ?» Les enfants ne répondirent pas. Ils voyaient, à l'air moqueur de leur papa, qu'ils savaient leur maladresse. Moi, j'approchais en courant et je tournais un des paniers vers le papa. « Comment? Rien dedans? Vos carnassières vont crever si vous les emplissez trop. » Les carnassières étaient plates et vides. Le papa se mit à rire de l'air déconfit des jeunes chasseurs, se débarrassa de son gibier dans un de mes paniers et retourna à son chien qui était en arrêt. « Je crois bien que ton père tue une quantité de perdreaux, dit Auguste. Il y a 2 chiens qui arrêtent et rapportent, et nous, on ne nous en a pas laissé un seul. » C'est vrai ça, dit Henri, nous avons peut-être tué beaucoup de perdrix, seulement nous n'avions pas de chiens pour nous les rapporter. Pourtant, je n'ai rien vu tomber, dit Pierre. Parce qu'une perdrix tuée ne tombe jamais sur le coup. Elle vole encore quelque temps, elle va tomber très loin. Mais quand papa et maison tirent, leur perdrix tombe tout de suite, répondit Pierre. Cela te semble ainsi parce que tu es loin, mais si tu étais à leur place, tu verrais filer la perdrix longtemps encore, répondit Auguste. Pierre ne répondit pas. Mais il n'avait pas trop l'air de croire ce que disait Auguste. Tous marchaient d'un pas moins fier et moins léger qu'au départ. Ils commençaient à demander l'heure. « J'ai faim, dit Henri. »« J'ai soif, dit Auguste. »« Je suis fatigué, dit Pierre. » Mais il fallait bien suivre les chasseurs qui tiraient, tuaient et s'amusaient. Pourtant, ils n'oubliaient pas leurs jeunes compagnons de chasse, et pour ne pas trop les fatiguer, ils proposèrent une halte pour déjeuner. Les jeunes gens acceptèrent avec joie. On rappela les chiens qu'on remit en laisse, et on se dirigea vers une ferme qui était à 100 pas, et où la grand-mère avait envoyé des provisions. On s'assit par terre sous un vieux chêne. On étala le contenu des paniers. Il y avait, comme à toutes les chasses, un pâté de volaille, un jambon, des œufs durs, du fromage, des marmelades, des confitures, un gros baba, une énorme brioche et quelques bouteilles de vieux vin. Tous les chasseurs, jeunes et vieux, avaient grand appétit et mangèrent à effrayer les passants. Pourtant, la grand-mère avait si largement pourvu aux fins les plus voraces que la moitié des provisions restèrent aux gardes et aux gens de la ferme. Les chiens avaient la soupe pour apaiser leur faim et l'eau de la mare pour se désaltérer. « Vous n'avez donc pas été heureux, enfant, dit le papa d'Auguste. Cadichon ne marchait pas comme un âne trop chargé. »« Ce n'est pas étonnant, répondit Auguste. Papa, nous n'avions pas de chiens, vous les aviez tous. »« Ah, tu crois qu'un, 2 ou 3 chiens vous auraient fait tuer des perdreaux qui vous passaient sous le nez ? » Ils ne les auraient pas fait tuer, papa, mais ils auraient cherché et rapporté ceux que nous avons tués. Et alors ? Le père, interrompant d'un air surpris, « Ceux que vous avez tués, vous croyez avoir tué des perdreaux ? » Ah, certainement, papa. Seulement, comme nous ne les voyions pas tomber, nous ne pouvions pas les ramasser. Et tu crois, répondit le père, que s'ils en étaient tombés, vous ne les auriez pas vus ? Non, car nous n'avons pas d'aussi bons yeux que les chiens. Le père, les oncles, les gardes et même partirent d'un éclat de rire qui rendit les enfants rouges de colère. Écoutez, dit enfin le papa de Pierre et d'Henri, puisque c'est la faute de chien que votre gibier a été perdu, vous allez avoir chacun le vôtre quand nous nous remettrons en chasse. Mais les chiens ne voudront pas nous suivre, papa, ils ne nous connaissent pas autant que vous. Pour les obliger à vous suivre, nous vous donnons les 2 gardes, et nous ne partirons qu'une demi-heure après vous, afin que les chiens n'aient pas la tentation de nous rejoindre. Pierre tout content. « Oh, merci, papa, à la bonne heure. Avec les chiens, nous sommes bien sûrs de tuer autant que vous. » Le déjeuner finissait. On était reposés, et les jeunes chasseurs étaient pressés de se remettre en chasse avec les chiens et les gardes. « Nous allons avoir l'air de vrais chasseurs, dirent-ils d'un air satisfait. Les voilà partis, encore une fois, et moi suivant comme avant le déjeuner, mais toujours de loin. Les papas avaient dit aux gardes de marcher près des enfants et d'empêcher toute imprudence. Les perdrix partaient de tous côtés, comme le matin. Les jeunes gens tiraient comme le matin et ne tuaient rien, comme le matin. Pourtant, les chiens faisaient bien leur office. Ils quêtaient, ils arrêtaient, seulement ils ne rapportaient pas, puisqu'il n'y avait rien à rapporter. Enfin, Auguste, impatienté de tirer sans tuer, voit un des chiens en arrêt. Il croit qu'en tirant avant que la perdrix parte, il la tuera plus facilement. Il vise, il tire.
Le chien tombe en se débattant et en poussant un cri de douleur. « Corbleu, c'est notre meilleur chien !» s'écriait le garde en s'élançant vers lui. Quand il arriva, le chien expirait. Le coup l'avait frappé à la tête. Il était sans mouvement et sans vie. « Voilà un bon coup que vous avez fait là, monsieur Auguste, dit le garde en laissant retomber la pauvre animale. Je crois bien que la chasse est finie. Auguste restait immobile et consterné. Pierre et Henri étaient très émus de la mort du chien. Le garde concentrait sa colère et le regardait sans mot dire. J'approchai pour voir quelle était la malheureuse victime de la maladresse et de l'amour-propre d'Auguste. Quelle que fût pas ma douleur en reconnaissant Médor, mon ami, mon meilleur ami, et quelles ne furent pas mon horreur et mon chagrin quand je vis le garde relever Médor et le poser dans un des paniers que je portais sur mon dos. Voilà donc le gibier que j'étais condamné à rapporter. Médor, mon ami, tué par un mauvais garçon maladroit et orgueilleux. Nous retournâmes du côté de la ferme, les enfants ne partant pas, le garde laissant échapper de temps à autre un juron furieux, et moi ne trouvant de consolation que dans la réprimande sévère et humiliation que le meurtrier aurait à subir. En arrivant à la ferme, nous y trouvâmes encore les chasseurs, qui, n'ayant plus de chiens, préféraient se reposer et attendre le retour des enfants. « Déjà » s'écrièrent-ils en nous voyant revenir. Je crois en vérité qu'ils ont tué une grosse pièce. Cadichon marche comme s'il était chargé et un des paniers penche comme s'il contenait quelque chose de lourd. Ils se levèrent et vinrent à nous. Les enfants restaient en arrière. Leur mine confuse frappa ces messieurs. Le père d'Auguste, en riant, ils n'ont pas l'air trop triomphateurs. Le papa de Pierre lui répondit, ils ont peut-être tué un veau ou un mouton qu'ils ont pris pour un lapin. Le garde approcha. Qu'y a-t-il donc, Michaud? Tu as l'air aussi penaud que les chasseurs. C'est qu'il y a de quoi, monsieur, répondit le garde. Nous rapportons un triste gibier. Qu'est-ce donc? Un mouton? Un veau? Un ânon? Ah, monsieur, il n'y a pas de quoi rire, allez. C'est votre chien Médor, le meilleur de la bande, que monsieur Auguste a tué, le prenant pour une perdrix. Médor? Le maladroit, si jamais il revient chasser ici. Approchez, Auguste, lui dit son père. Voilà donc où vous amenez votre sot orgueil et votre ridicule présomption. Faites vos adieux à vos amis, monsieur. Vous allez retourner sur l'heure à la maison et vous porterez votre fusil dans ma chambre pour n'y plus y toucher jusqu'à ce que vous ayez pris la raison de la modestie. On rentra tristement à la maison. Les enfants voulurent en tirer eux-mêmes dans le jardin mon malheureux ami, dont je vous raconterai l'histoire. Vous verrez pourquoi je l'aimais tant.